Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du Labo Média. Ce dimanche, dans l'actualité, nous reviendrons sur la décapitation d'un professeur d'histoire géo dans les Yvelines. Des manifestations ont lieu dans toute la France pour lui rendre hommage et évoquer l'après. Le couvre-feu est entré en vigueur hier à 21h dans la métropole lilloise et dans d'autres agglomérations françaises. C'est une décision du gouvernement pour limiter la progression de l'épidémie qui explose ces derniers jours. 48 heures après l'assassinat d'un professeur à Conflans-Sainte-Honorine, en Île-de-France, d'importantes mobilisations sont organisées en ce moment à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nantes ou encore à Lille. Élément d'ambiance dans la capitale des France avec Marie Gréco. Bonjour Léocadie, bonjour à tous. Alors dénoncer un acte de barbarie, défendre les valeurs de la démocratie sont les deux grands thèmes que l'on retrouve avec ces manifestants qui se rassemblent depuis hier suite à l'assassinat d'un professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines vendredi dernier. Tué pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves, Samuel Paty a été décapité devant son collège. Plus qu'un hommage, c'est une véritable manifestation nationale pour la liberté. Aujourd'hui, à 15h, des milliers de manifestants étaient présents à Paris, à Bordeaux, à Marseille, mais aussi à Lille. L'on retrouve parmi eux Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa qui étaient présents pour représenter l'État. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale d'afficher son soutien aux enseignants à l'heure où celui-ci est contesté. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la mobilisation était conséquente à Lille. Beaucoup de professeurs étaient évidemment présents, soutenus par leurs syndicats et les parents d'élèves. Les élèves, les enfants, les adolescents, les étudiants, tous ont été acteurs de cette mobilisation, comme on peut le voir sur les panneaux. Donc plus qu'une mobilisation nationale, c'était une mobilisation intergénérationnelle puisque la lutte pour la liberté est universelle. Les applaudissements retranscrivent l'émotion et l'incompréhension lilloise face à cet acte criminel. L'attentat a suscité une forte émotion en France. En première ligne, des enseignants solidaires, mais les collégiens aussi réagissent. Maude Dupont, qu'en pensent les élèves ? Bonjour. Selon Mayae, une jeune collégienne en classe de 3e, elle ne trouve pas ça normal qu'un professeur se fasse décapiter selon ses opinions, surtout dans un pays où il y a la liberté d'expression. On a le droit d'en parler sans devoir en mourir. Quant à Luca, elle trouve qu'il n'y a pas besoin d'une telle agressivité, surtout quand le professeur montrait seulement une caricature de Mahomet, un but pédagogique. Il n'était pas en train de les inciter à une quelconque violence. Je vais maintenant vous faire part de mon témoignage. Je trouve ça complètement incompréhensible qu'un prof se fasse tuer et décapiter seulement parce qu'il a présenté une caricature d'une religion différente. J'ai été choquée par cet acte de cruauté. 21h, c'est l'heure à laquelle les restaurateurs devront avoir fermé les portes de leur établissement. Le gouvernement en a décidé ainsi, de 21h à 6h, les Lillois devront rester chez eux. Une contrainte de taille pour les restaurateurs, pour les professionnels de la table. Jomana Biloir et Luca Toda sont partis à leur rencontre. Bonjour, je suis Messie Gennaro, restaurateur responsable au restaurant In Bocca al Lupo à Lille. Moi c'est Antoine de Sitter, j'ai 25 ans, je suis responsable adjoint du Beer Square, ici du coup à Lille à la place de la Treille. Je m'appelle Rabakeshir, j'ai 27 ans. Donc actuellement je suis manager des friteries meuniers à Lille. On a perdu effectivement pas mal de chiffre d'affaires. Donc depuis mars jusqu'à maintenant, on n'a pas encore repris un rythme de travail comme on était avant. On a pris du retard forcément par contre sur le paiement de loyer, on n'a pas eu de franchise. Donc déjà on est parti avec des dettes, c'est un peu emmerdant. Et derrière, on a ouvert finalement le 19 juin à la fin du confinement du coup pour le temps de finir les travaux, vu que pareil les entreprises étaient un peu à l'arrêt. On a perdu beaucoup d'étrangers, vu qu'on est en plein Lille, on travaille beaucoup aussi avec les Anglais et les Flamands, et on a perdu pas mal de touristes. Je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Donc fermer les bars à la rigueur c'est bien. Interdire les regroupements, c'est bien. Les scènes lilloises aussi devront fermer rideau dès 21h. Une réorganisation s'impose pour les acteurs de la vie culturelle. Et Laura Véron-Churlet et Marine Evin ont échangé avec les professionnels de ce secteur à l'agonie.
Je suis Madeleine Bourgois, je suis chargée des relations avec le public au Théâtre du Grand Bleu à Lille. Marc Van Aldervelt, gérant du Spotlight à Lille. Je m'appelle Jérémy, je suis chargé d'accueil billetterie et de relations avec les publics pour le Théâtre du Nord. Il s'appelle La quasi-intégralité des spectacles se déroule au plus tôt à 19h. Ou dans ce cas-là, il faudrait avancer les heures à des horaires où les personnes qui travaillent ou ne peuvent pas venir au théâtre de toute façon. C'est surtout les ateliers de pratique artistique et pour l'instant, je crois qu'en fait, on ne sait pas exactement comment on va faire parce que la décision, elle est vraiment récente. On demande aux participants s'ils seraient prêts à venir à un autre moment. Il faut que les artistes soient disponibles aussi à un autre créneau. J'ai oublié quelqu'un, désolé. Roselyne Bachelot a fait au mieux son boulot. La réponse du Premier ministre, c'était de ne pas faire de différence. La dérogation, c'était de garder son ticket de spectacle avec l'attestation sur la route du retour après 21h. C'est pas possible, on en tient compte, c'est tout. On peut comprendre qu'on dise qu'il ne faut pas multiplier les exceptions. C'est une décision qui est vraiment très difficile et qui revient quasiment à fermer des théâtres et fermer des lieux. Donc c'est quand même sévère. De manière, si dérogation il y avait pu avoir avec un ticket de théâtre, on a des pièces de théâtre qui parfois durent plus de 3 heures. Ça reste de toute façon contraignant de devoir terminer un spectacle à 21h. Désolé. J'étais pas tout seul ce soir. C'est un peu difficile de vous dire quels sont les spectacles prévus parce que beaucoup ont été déprogrammés et reprogrammés. Les spectacles de 19h30 ont été reportés sur 19h. Tous les spectacles de 21h30 ont été reprogrammés en mars, avril et mai. On va essayer de programmer un maximum de spectacles pendant la journée. 2 spectacles sont concernés. Des spectacles sur lesquels on avait déjà commencé à vendre des places, et notamment un qui est reporté de la saison précédente. Mettre les séances en semaine à 18h et le samedi et le dimanche, on jouera à 16h. La fréquentation reste bonne, on voit que les spectateurs ont besoin de se détendre, ont besoin d'humour, ont besoin du spectacle. À l'arrêt pendant le confinement, les librairies ont vu leur activité augmenter à partir du mois de mai. Qu'en est-il aujourd'hui? Le point avec Néla Semar et Tao Oliati. Donc c'est un peu effrayant parce qu'on ne gère pas tout à fait les différentes prérogatives qui tombent régulièrement, mais on s'adapte et on vit avec. Alors on a eu des subventions pour monter la librairie. Après, étant donné qu'on est une nouvelle société, on n'a pas pu présenter nos anciens bilans comptables, donc bénéficier d'aide de l'État liée à la crise sanitaire en tout cas. Si ça doit se reconfiner, on essaiera de travailler sur des commandes, du click and collect ou des choses comme ça. Le 17 mars, le rideau est tombé à midi pour 2 mois de fermeture totale, ce qui veut dire que les charges fixes continuaient à tourner, mais plus aucun centime ne rentrait dans la caisse. J'ai effectivement bénéficié, puisque je n'avais aucun chiffre d'affaires, des aides gouvernementales, c'est-à-dire les 1 500 €, et à aujourd'hui, à part ces 2 fois 1 500 €, je n'ai rien touché d'autre. Alors, il y a eu effectivement, dès la reprise, dès qu'on a pu commencer à faire du drive et que tout le monde l'a admis, y compris le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il y a eu effectivement un élan de sympathie vis-à-vis de la petite librairie. Et c'est vrai que pendant quelques heures, mon tiroir caisse en particulier a connu des heures de gloire, ce qui n'est pas toujours le cas en librairie. Alors, quand on dit des heures de gloire, ça veut dire 35% de clientèle en plus et un panier moyen qui a vite augmenté. Ceci étant, il ne faut pas se cacher derrière ces beaux chiffres et ces croissances à 2 chiffres, car depuis quelques semaines, depuis la fin du mois de septembre, eh bien, je constate une baisse sensible de ces chiffres. Et d'ailleurs, si je prends les chiffres du syndicat de la librairie, on n'est plus qu'à plus 5. Donc entre plus 45 au mois de mai et plus 5 aujourd'hui, la descente est rapide. Les boîtes de nuit ne sont plus à la fête depuis le mois de mars. Leurs activités sont gelées et aucun signe d'embellie. Lilo Gorfi, patron du Stairway avenue du Peuple Belge à Lille, est notre invité pour répondre aux questions d'Elora Véron-Shirley. Bonjour Lilo, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Lilo, je suis le patron du Stairway depuis sa création il y a 8 ans. Une autre boîte de nuit aussi, mais malheureusement qui n'a pas encore ouvert vu que c'était prévu pendant le confinement. Et puis globalement, je suis dans le milieu de la nuit depuis une quinzaine d'années, à Lille et ailleurs. D'accord, donc vous êtes fermé, donc j'imagine que vous avez reçu des aides du gouvernement. Quelles sont leur nature? Des aides pas réellement. Depuis le début, depuis 8 mois, on touche 1 500 € d'aide
tout cas la boîte, 1 500 € d'aide de l'État. Bon, ce qui évidemment, au vu des loyers qu'on continue de payer, des charges qu'on continue de payer, est absolument pas raisonnable et nécessaire. Mais on attend. Ils nous disent qu'il y a 10 000 qui devraient arriver par-ci, qu'on aurait le droit à hauteur de 15 000 € d'aide pour payer les charges fixes, mais globalement, on n'a rien du tout. Ouais, donc une attente un peu compliquée. Donc, quelles mesures avez-vous mis en place dans votre entreprise pour... Les mesures, elles sont simples, dans la mesure où, de toute façon, nous, on est fermés. Donc, par chance, les employés sont au chômage partiel, ça c'est une bonne chose. Contrairement à nous, les gérants, mon associé et moi, qui ne touchons rien parce qu'on est des indépendants. Donc on continue malgré tout à essayer de tenir le bateau, faire en sorte que ça ne coule pas et d'essayer de payer ce qu'on doit payer sans couler parce qu'on n'a plus de rentrée, quoi. Et donc comme vous êtes fermé, comment se passent un peu vos journées en ce moment Mes journées à moi, elles sont plutôt ennuyeuses. C'est plus, pour l'instant, on essaie de se battre un petit peu, même au nom du CHR, c'est-à-dire de l'hôtellerie, de la restauration, des bars. On est un petit peu tous dans le même bateau quand même. Et globalement, on essaye avec les avocats d'essayer d'avoir des aides, d'essayer d'avoir des réponses aussi sur les assurances, d'essayer d'avoir plein de choses comme ça. C'est ça notre quotidien aujourd'hui, mais en tout cas, c'est plus de travailler pour notre métier, quoi. Et donc, est-ce que vous comprenez un peu ces décisions malgré les difficultés que vous traversez? Il y a des décisions qu'on comprend, notamment, c'est personnel, mais fermer les boîtes de nuit, je peux le comprendre vu la situation sanitaire. On ne peut pas nier que c'est quand même, quand Stairway est plein, on est quand même tous les uns sur les autres. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'ait aucune aide et puis qu'on nous laisse mourir à petit feu alors que le président avait bien dit dès le début, dès le mois de mars, qu'il laisserait aucune boîte déposer le bilan. Là, il serait temps de s'en occuper un petit peu. Et donc, avez-vous des attentes, des espoirs pour la suite ou Je pense que j'ai un peu le même espoir que tout le monde, c'est-à-dire recommencer à travailler pour moi, recommencer à faire la fête, à sortir, à boire des coups, à s'embrasser, à faire tout ça, quoi. C'est un petit peu, je pense que tout le monde souhaite. Moi, c'est en plus mon métier. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. S'il y a bien un public que la fermeture des boîtes déçoit, c'est celui des étudiants. Plus de soirées, moins de sociabilité. La mesure n'est pas toujours bien acceptée. Néla Semar a recueilli leurs impressions. Le 14 octobre dernier, Emmanuel Macron annonçait la mise en place d'un couvre-feu pour les métropoles les plus touchées par la crise et précisait « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». En effet, qui aurait imaginé passer ses soirées étudiantes cloîtrées chez lui sous une contrainte imposée par un danger invisible mais bien présent. Ceux qui avaient vu en la trêve estivale l'espoir d'un retour à ce que l'on n'ose plus nommer la vie normale ont vite été rattrapés par la réalité. Chez tous ces jeunes empêchés, les points de vue divergent. Il y a ceux qui, au nom de l'intérêt général, se résolvent à sacrifier une partie de leurs années d'insouciance pour protéger les plus fragiles, non sans difficulté. Puis il y a ceux qui ont conscience de ce que constitue la crise, mais qui gardent leur esprit de fête, en songeant déjà à des soirées alternatives à coups de Facebook Live ou de House Party, ou à des soirées en extérieur terminant avant 21h. Enfin, il y a les têtes brûlées qui ne conçoivent pas le fait de passer leur prochaine soirée dans l'ennui et qui partent avec l'intention de ne pas respecter les règles. Quoi qu'il en soit, tous ces jeunes partagent ensemble l'expérience d'une situation extraordinaire qui marquera leur génération tout autant qu'elle marquera l'histoire. Agriculture à présent, hier c'est pour nos assiettes que plusieurs associations se sont mobilisées dans toute la France. Elles souhaitent agir pour une alimentation plus saine et tirent la sonnette d'alarme. Un reportage de Maya Bogart et Léocadie Martin. Au lendemain de la Journée mondiale pour l'alimentation, à l'aube des négociations européennes sur la politique agricole commune, paysans, agriculteurs et citoyens se réunissent à l'occasion du mouvement Notre assiette pour demain dans 30 agglomérations françaises. Pendant le confinement, gros coup dur pour nos assiettes. Le recours aux aides alimentaires se multiplie, la précarité explose et la détresse des agriculteurs s'amplifie. Plusieurs associations organisent une mobilisation telle que Attaque, Extinction Rebellion, encore Greenpeace, à Lille, place de la République. Nous n'avons plus le temps de voir les abeilles décimées, les terres s'assécher et la forêt brûler. Ce qu'on veut, nous, c'est un système agricole qui soit plus juste, plus soutenable et qui permette l'accès à une alimentation pour tous et pour toutes. Il y a aujourd'hui en France 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et donc, c'est autant de personnes qui, elles, n'ont pas accès
et souvent pour des raisons financières en fait. Les défis de l'agro-industrie, c'est justement de sortir du greenwashing et de passer vraiment à l'agroécologie, c'est-à-dire d'abandonner les pesticides de synthèse et de permettre aux agriculteurs de le faire. La région Nord-Pas-de-Calais est l'une des régions à la traîne, que ce soit pour la consommation ou pour la surface agricole utile cultivée. C'est-à-dire on est la dernière région de France pour les surfaces en bio. Par ailleurs, il y a toutes ces volontés de l'agro-industrie de maintenir les pesticides et de continuer à vendre des produits industriels qui n'ont pas de goût et qui leur permettent de faire des marges. Malgré les horaires adaptés au nouveau couvre-feu, les cinémas comptent bien remplir les salles. Marine Evin nous parle des films français à ne pas louper. Alors, bonjour Léocadie, bonjour tout le monde. Donc, c'est vrai qu'en cette période de crise sanitaire particulièrement difficile à gérer pour le milieu du cinéma, donc j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui une petite sélection de petits films français actuellement en salle. Comédie, documentaire, films d'épouvante. Cette liste non exhaustive saura plaire à toutes et à tous. Donc, qui dit cinéma français dit évidemment comédie. Souvent décrié pour son humour potache, le film du jour paraît pourtant déroger à cette règle. Après son premier film il y a 20 ans qui s'appelle Les autres filles, la réalisatrice Caroline Vignal revient avec Antoinette dans les Cévennes, ce film qui met en scène le road trip loufoque d'Antoinette en compagnie de son âne Patrick, avec qui elle tentera de retrouver son amant parti en vacances avec sa femme et sa fille. Si le titre du long métrage pourra en effrayer plus d'un, Antoinette dans les Cévennes est un film brillamment réalisé, aussi sensible que drôle, et qui vous donnera envie de découvrir les paysages somptueux des Cévennes. Parmi les recommandations brûlantes, un documentaire également à ne louper sous aucun prétexte, Adolescente de Sébastien Lifshitz, qui retrace l'adolescence d'Emma et d'Anaïs, deux amies que tout oppose. Filmé sur 5 ans, le réalisateur accompagne les deux jeunes filles dans cette période si difficile à appréhender. Portrait de la France des jeunes d'aujourd'hui, Adolescente est une pure merveille qui rappellera à chacun le goût et l'innocence de la jeunesse. Comment finir cette chronique sans parler du dernier moyen-métrage de Gaspard Noé? Maître d'un cinéma de genre qu'il revendique 100% Frenchy, le réalisateur est l'heureux papa d'un petit bijou audiovisuel intitulé Lux Aeterna. 51 minutes de cauchemar, surtout pour les épileptiques à qui ce film est fortement déconseillé, pendant lesquels les actrices Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle s'illustrent en actrices-réalisatrices visiblement dépassées par les événements lors d'un tournage qui tourne mal. Les fans de l'horreur sauront apprécier ce voyage en enfer et loin des codes du cinéma horrifique américain. Enfin, les plus chanceux auront peut-être l'occasion d'assister aux avant-premières de 2 mastodontes du cinéma français, Adieu les cons d'Albert Dupontel et ADN de Maïwenn, tous les deux tablés donc pour le 21 octobre pour le premier et 28 octobre 2020 pour le second. Et voilà de quoi j'espère vous satisfaire au cinéma en ce moment. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Bonne soirée, à bientôt.